Alan, 2 ans, n'arrêtait pas de pleurer, et le cœur de sa mère se serrait à chaque gémissement. Lucie enfonça sa main tremblante dans ses boucles trempées de sueur et murmura « S'il te plaît, bébé, essaie de dormir », mais ses sanglots ne firent que s'amplifier. Ses petits doigts griffèrent son oreille droite jusqu'au sang, la peau déchirée et tachée d'un rouge vif. Ses ongles cassés s'enfonçaient dans la chair sensible, et pourtant les larmes coulaient, implacables et féroces. Dans la pénombre de leur chambre miteuse louée, le temps semblait s'être arrêté. Un vieux ventilateur de plafond ronronnait au-dessus, ses pales fatiguées projetant des ombres agitées sur la mère et l'enfant. L'air sentait le moisi et le sang chaud comme du fer, se mêlant à l'humidité qui collait aux vêtements d'Alan. À l'aube, Lucie souleva son fils du lit, les bras tremblants. « On trouvera de l'aide », promit-elle en jetant un coup d'œil à l'horloge murale qui indiquait plus de 4 heures du matin. Dans la chaleur matinale, elle le porta dans le bus bondé en direction d'une clinique privée près du marché central. Les rues poussiéreuses et le soleil aveuglant ne firent qu'amplifier les cris d'Alan, attirant les regards renfrognés des autres passagers. Une femme murmura « Ce doit être un enfant gâté. C'est la faute de sa mère. » L'enseigne défraîchie de la clinique indiquait « Clinique privée du docteur Miller ». À 8 heures précises, le docteur Miller apparut, bedonnant et impatient. Il observa Lucie et l'enfant affolé. « Votre nom » lança-t-il. « Lucie Taylor. Voici mon fils, Alan. Il a eu mal à l'oreille toute la nuit, fièvre, sueur, il n'arrête pas de se gratter. » D'un bref signe de la main, le docteur Miller leur fit signe de s'asseoir. Il inséra un vieil otoscope dans l'oreille d'Alan pendant à peine 5 secondes. « Juste une légère infection externe », déclara-t-il en retournant à son ordinateur. Il leur prescrivit des gouttes auriculaires Janton pour 3 jours et les congédia. Les enfants se grattent. Vous vous êtes fait du souci à force de lire sur Internet. Lucie fronça les sourcils. Mais il y a du sang autour de son oreille, il est tout déchiré. C'est juste une inflammation. Janton va la guérir, dit le docteur Miller, agacé par l'interruption. Au prochain patient. Cet après-midi-là, Lucie se recroquevilla sur le lit, fixant le flacon de gouttes comme une blague cruelle. Les yeux rouges d'Alan brûlaient tandis qu'il se frottait l'oreille encore et encore. Chaque fois qu'elle essayait de retirer sa main, il se débattait de douleur. La nausée montait à la gorge de Lucie, elle se réfugia dans la salle de bain et eut des hauts le cœur, impuissante. À son retour, Alan était allongé par terre, la tête entre les mains, sanglotant. Un mince filet de sang maculait une taie d'oreiller bleu pâle. Lucie haleta, les mains tremblantes, et s'agenouilla pour l'essuyer délicatement. « Je suis vraiment désolé, mon bébé. Je ne sais pas quoi faire. » Ce soir-là, le désespoir la poussa à appeler sa voisine, Véronica Reed, infirmière aux urgences de l'hôpital du comté. « Son oreille le fait souffrir, et maintenant elle saigne, » dit Lucie. La voix de Véronica tremblait. « Amenez-le ici, la sécurité vous laissera entrer. » Au centre médical du comté de Travis, le docteur Ethan Gallagher, un médecin mince et chauve, écoutait Alan se tortiller dans les bras de Lucie. « Pas de fièvre, pas de vomissement, juste des égratignures, » dit-il d'un ton neutre. « Pas besoin d'endoscopie ni d'hospitalisation. »« Je sais que quelque chose ne va pas, » supplia Lucie. « Les sentiments ne sont pas des preuves, » répondit-il, refusant froidement d'ouvrir la salle d'endoscopie. Véronica prit Lucie à part. À Springfield, une petite fille avait les mêmes saignements, pleurait sans arrêt, puis elle est tombée dans le coma. On lui a posé un mauvais diagnostic, et elle n'a pas survécu. Le visage de Lucie pâlit. « Allez-y maintenant », insista Véronica. L'hôpital pour enfants Saint-Marie d'Austin dispose du matériel adéquat. Sous une bruine qui murmurait le désespoir, Lucie s'engagea dans la rue déserte, Alan inerte dans ses bras. Aucun taxi ne s'arrêta, jusqu'à ce qu'un Ford Transit cabossé s'immobilise en dérapage. Un vieil homme vêtu d'une veste de cuir usé se pencha. « Mademoiselle, vous avez besoin d'un chauffeur ?» Les larmes brouillèrent la vision de Lucie alors qu'elle montait à bord. « Saint-Maries, s'il vous plaît. »« Je m'appelle Édouard, » dit-il doucement. « Mon petit-fils a son âge. » Le trajet était un brouillard de pluie, de silence et des faibles gémissements d'Alan. Édouard finit par rompre le silence. « Mon fils est mort l'année dernière, trop tard pour un cancer. Je connais ce sentiment d'impuissance. » Lorsqu'ils arrivèrent à Saint-Maries, la tempête faisait rage. Lucie se précipita vers les urgences pédiatriques, trempée et tremblante. « Mon fils, son oreille saigne et il a mal. »
La jeune infirmière Sophia Evans se précipita et les fit entrer. Lucie fut retenue par 3 médecins et 2 infirmières qui entouraient Alan, un endoscope tenu devant une lumière blanche et crue. Aux urgences, le docteur Clara Ferguson, pédiatre réputée, examina l'oreille d'Alan. L'écran révéla un spectacle effroyable, une larve d'un blanc laiteux, crochu et se tortillant en s'enfonçant plus profondément dans son oreille moyenne. « Mon Dieu !» murmura le docteur Ferguson, le visage pâle. « Appelez un ORL immédiatement. C'est un estrus vivant. Si on ne le retire pas à temps, il pourrait perforer l'os. » Le docteur Matthew Smith resta bouche bée. Cette espèce n'est présente que chez les moutons et les chèvres. Comment a-t-elle pu atterrir dans l'oreille d'un enfant en plein cœur d'Austin? Le docteur Ferguson l'interrompit. Peu importe. Préparez-vous pour l'anesthésie générale, appelez la direction de l'hôpital. C'est une urgence de niveau rouge. Lucie fut conduite dans une salle privée, le visage blême. La voix du docteur Ferguson était laconique mais grave. « Nous avons trouvé un parasite rare et vivant dans l'oreille de votre fils. Il est toujours actif. S'il migre vers l'oreille interne ou le cerveau, les conséquences pourraient être catastrophiques. » Le monde tournait pour Lucie. « Alors, mon fils ?» Sa voix tremblait. « Nous allons être opérés immédiatement, mais il y a des risques. J'ai besoin de votre consentement. Sauvez-le. Je signerai n'importe quoi. » L'imploration de Lucie faillit se transformer en cri avant qu'elle ne s'effondre. Alors qu'Alan était emmené, Lucie se précipita vers le brancard. « Bébé, je suis là. Alan, ne me quitte pas. » L'infirmière Sophia la retint doucement. « Madame, vous devez nous faire confiance. Nous faisons tout notre possible. » Dans la salle d'attente, Édouard resta assis en silence. Il sortit un petit porte-bonheur de sa poche et le tendit à Lucie. « Pris comme je le faisais pour mon petit-fils. » Lucie le prit, ses mains tremblant violemment. 2 heures plus tard, le docteur Adrien Nash est sorti du bloc opératoire, l'épuisement se lisant sur le visage. « L'opération a réussi. Nous avons retiré une larve vivante d'environ 1,5 cm de long. » Cependant, Lucie se leva d'un bond. Une partie de la paroi de l'oreille moyenne avait déjà été endommagée. Le nerf auditif est traumatisé. Il est trop tôt pour en être certain, mais l'audition de votre fils pourrait être affectée. Lucie s'effondra, se couvrant le visage. Édouard posa une main réconfortante sur son épaule. Au moins, il est vivant. 3 jours après l'opération, Alan restait insensible au bruit. Il ouvrait les yeux, mais ne réagissait jamais. Chaque fois que Lucie murmurait « Bébé », le silence était sa seule réponse. Dans la chambre blanche et stérile, Lucie était assise près du lit de son fils. Ses yeux étaient creux, ses vêtements froissés, ses cheveux en bataille. Le docteur Ferguson entra discrètement et posa une main sur l'épaule de Lucie. « Nous avons effectué un test préliminaire des réflexes auditifs. Les signaux sont lents. Il pourrait y avoir une lésion du 8e nerf crânien. » La voix de Lucie n'était qu'un murmure. « Ça veut dire qu'il risque de ne plus m'entendre ?» Le docteur Ferguson déglutit. « Nous ferons tout notre possible, mais vous devez être prêt. » Lucie regarda Alan, son fils de 2 ans, dont les yeux brillants et curieux étaient maintenant fermés. Elle posa doucement sa main sur sa joue. « Bébé, je suis tellement désolée de ne pas avoir crié plus fort à l'hôpital. » 5 jours après l'opération, un visiteur inattendu est arrivé. Isaac Rivers, journaliste au San Antonio Express News, portait le rapport de l'hôpital du comté et un épais dossier de documents internes. « J'ai entendu parler du cas de votre fils, comment vous êtes allé dans 3 établissements différents et que personne ne vous a écouté. » Le ton d'Isaac était respectueux mais urgent. Lucie soutint son regard avec méfiance. « Que veux-tu ? » Racontez votre histoire publiquement, non pas pour faire du sensationnalisme, mais pour empêcher les gens de rejeter les pleurs d'un enfant. Lucie se tut, puis hocha la tête. Si ça est d'un autre enfant, alors écris-le. Dès le lendemain, l'Express News titrait en première page, « Un enfant manque de mourir d'une larve dans l'oreille, et sa mère supplie 3 fois, les médecins ne l'écoutent pas ». L'article est devenu viral et le hashtag #ListenToChildren a atteint la première place sur Twitter aux États-Unis. Les journalistes se sont rués sur Lucie, équipe de télévision, animateur radio, blog. Lors d'une émission en direct, un présentateur a demandé « Souhaitez-vous dire quelque chose aux médecins qui vous ont renvoyé ?» Lucie retint ses larmes. « Je ne veux pas de pitié.
J'avais juste besoin que quelqu'un écoute les pleurs de mon enfant, juste une personne. Mais la sympathie a vite cédé la place à la réaction. Lors d'une émission matinale populaire, le docteur Steven Lawrence a ironisé « On ne peut pas blâmer toute la profession pour une seule erreur. » Peut-être que cette mère était tout simplement trop sensible. Les moqueries ont suivi en ligne. Quel genre de maladie mérite tout ce drame? C'est la faute de la mère, pas des médecins. Peut-être qu'elle les stressait, ce qui les empêchait de se concentrer. Lucie lut chaque commentaire cruel, puis éteignit discrètement son téléphone et retourna au chevet d'Alan. « Ils peuvent m'insulter tant qu'ils veulent, murmura-t-elle, tant que tu es en vie. » 10 jours après l'opération, Alan ne réagissait toujours pas au son. Un audiologiste a posé le diagnostic préliminaire, nous devons nous préparer à l'éventualité qu'il ne parle jamais s'il n'entend pas. Cette nuit-là, Lucie resta près de son lit, le désespoir aiguisant sa voix tandis qu'elle lui parlait d'une voix étranglée mais ferme. « Si je dois apprendre la langue des signes, je le ferai. Si tu n'entends jamais ma voix, je t'écrirai 1000 lettres. Mais chérie, ne me quitte pas. S'il te plaît. » La 11e nuit, le docteur Clara Ferguson entra avec un dossier, le visage ridé par l'inquiétude. « Nous avons envoyé le spécimen au laboratoire de parasitologie de Harvard. Il s'agit bien de la larve d'estre nasale du mouton d'Estrusova, mais elle avait atteint le stade 3 et était prête à pénétrer le crâne. Si nous avions attendu, elle aurait été fatale. » Le regard de Lucie vacillait comme une bougie qui s'éteint. « Depuis combien de temps était-il dans mon fils ?» Le docteur Ferguson prit une grande inspiration. « Au moins 7 jours avant votre première consultation. » Elle plaça une image endoscopique dans les mains tremblantes de Lucie, une créature gris pâle, aux barbes acérées profondément enfoncées dans la paroi de l'oreille moyenne. Lucie détourna le regard, nauséeuse. Elle a vécu comme ça dans mon bébé pendant une semaine entière. Le docteur Ferguson a ajouté solennellement, nous devons signaler cet incident au ministère de la Santé. Ce n'est pas un incident isolé. 3 jours plus tard, une équipe de l'agence épidémiologique américaine est arrivée. Parmi elles se trouvait Isabelle Morgan, spécialiste des parasites de la tête et du cou. J'ai proposé l'année dernière un programme de formation à l'identification des parasites YANTI pour les hôpitaux de comté, a-t-elle déclaré au directeur de l'hôpital. La plupart de ces propositions ont été ignorées. Lucie entendit par la porte du bureau. Isabelle poursuivit, depuis juin dernier, les urgences du comté de Williamson ont reçu un otoscope Inamini 3000, mais il est peut-être encore scellé dans sa boîte d'origine. Le réalisateur balbutia, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas utilisé. En frappant la table du poing, Isabelle déclara, au cours des 18 derniers mois, au moins 3 enfants sont morts d'otite suspectée dans les comtés voisins. Ce silence est mortel. Une semaine plus tard, Isaac Rivers revint avec les résultats préliminaires de l'inspection. Il tendit à Lucie une pile de documents. Une section indiquait que l'otoscope avait été livré à Merci Général 9 mois auparavant, et n'avait jamais été utilisé. Isaac regarda Lucie droit dans les yeux. Ils ont dit que c'était trop chronophage et que ça perturbait le travail. Ils le réservaient aux cas complexes. Le cas de votre fils était complexe. Lucie resta figée, les doigts crispés sur les pages. Alan aurait donc pu être sauvé la première fois. S'il l'avait examiné correctement pendant 10 secondes de plus, dit Isaac en détournant le regard. Au même moment, le centre médical du comté de Travis, où travaillait le docteur Ethan Gallagher, faisait l'objet d'une enquête publique. Une équipe de l'émission The Truth a filmé en secret l'intérieur de l'hôpital, et dans un extrait, une caméra cachée a filmé une infirmière murmurant « L'otoscope est entreposé, toujours scellé. Le docteur Gallagher ne l'utilisera pas, il déteste les patients capricieux et anxieux. » Lorsqu'on a demandé à un membre du personnel administratif pourquoi le cas d'Allen n'avait pas été signalé plus tôt, elle a répondu « La mère était trop bruyante. » Ils ont pensé qu'elle exagérait. La vidéo a été diffusée le soir même et a fait un tabac en ligne. Des milliers de commentaires ont inondé la page de l'hôpital général Merci, un otoscope acheté avec l'argent des contribuables, laissé à l'abandon. Un enfant a failli mourir parce qu'il ne voulait pas gaspiller de fournitures. Quel genre de médecin est Gallagher? Après 3 jours de silence, le docteur Gallagher a finalement tenu une courte conférence de presse. On ne peut pas faire une endoscopie à chaque fois qu'un enfant a mal à l'oreille, a-t-il déclaré d'une voix tendue. On est débordé et on ne peut pas répondre à toutes les demandes émotionnelles des parents. Lucie, qui regardait les informations depuis sa chambre d'hôpital, serrait son téléphone fermement. Alan était toujours allongé là, amaigri, les cheveux clairsemés,
le regard terne. Il n'avait pas dit un mot depuis l'opération. Édouard, le chauffeur âgé qui l'avait emmené à l'hôpital, revint lui rendre visite. Il posa un sac de fruits sur la table et dit « J'avais une livraison à proximité et j'ai appris la nouvelle. » Ça m'a mis en colère. Lucie ravala ses larmes. « Mon enfant a été catalogué comme une simple demande émotionnelle, murmura-t-elle. Édouard se tut. Ce n'est pas ta faute. Ils sont restés silencieux trop longtemps. Quelques jours plus tard, l'infirmière Catherine Reagan, celle qui avait prévenu Lucie à l'hôpital du comté, fut convoquée pour témoigner lors d'une audience interne. Assise dans le couloir, Lucie regardait Catherine sortir, le visage baigné de larmes. « Ils m'ont dit que je n'étais pas autorisée à dire quoi que ce soit, dit Catherine doucement, mais si j'étais restée silencieuse, votre fils serait mort. » Lucie lui serra la main tandis que la voix de Catherine tremblait. « Sans vous ce jour-là, je ne l'aurais jamais emmené à Austin. » Cette nuit-là, Lucie reçut un étrange appel de Deborah Martin, la ministre régionale de la Santé du Texas. « Je suis désolée que le système ait fait souffrir votre enfant », sa voix tremblait. Lucie marqua une pause, puis demanda « Si je n'étais pas une mère célibataire sans relation, cet enfant aurait-il été enterré comme les 3 autres ?»« Non, promit Deborah. Nous procédons à des changements. J'ai besoin que vous témoigniez à l'audience du Congrès la semaine prochaine. » Lucie regarda Alan, dont la respiration était légère et dont la main tremblait légèrement. « J'irai, dit-elle, mais pas pour moi, pour les enfants qui n'ont jamais eu de réponse. » Partout aux États-Unis, la presse a commencé à publier des articles sur le risque d'infections parasitaires non diagnostiquées chez les jeunes enfants. De Houston à San Antonio, des centaines de parents ont amené leurs enfants pour des contrôles ORL. Le docteur Hugh Albright, expert en parasitologie, a écrit « Les larves d'estovou parasitent généralement les animaux de pâturage, mais le changement climatique, le manque d'hygiène et la complaisance en matière de diagnostic ont fait de cette maladie une menace émergente pour l'homme. » Dans sa chambre d'hôpital, Lucie lisait cet article, les yeux fixés sur le lit de son fils. Le docteur Ferguson entra, tenant un papier avec les derniers résultats des tests auditifs. Il y a un léger réflexe très faible mais c'est une bonne nouvelle. Le nerf n'est pas complètement mort. Lucie pinça les lèvres. Mon fils entendra-t-il à nouveau, demanda-t-elle. Peut-être, répondit doucement le docteur Ferguson, mais cela demandera des mois de traitement de la kinésithérapie auditive, une thérapie que seuls quelques centres spécialisés peuvent proposer. Lucie hocha la tête. Je ne pars pas. Je ferai tout ce qu'il faudra. Dans le couloir, un groupe d'étudiants en médecine a affiché une nouvelle note sur le tableau d'affichage. Si un enfant se gratte l'oreille sans arrêt, c'est peut-être un appel à l'aide. 2 jours après que Lucie a accepté de témoigner, le nom d'Alan Taylor a inondé les réseaux sociaux américains. L'histoire d'un garçon de 2 ans qui a failli mourir d'une larve d'estrus dans l'oreille après s'être vu refuser 3 soins a fait la une de presque tous les grands journaux, le New York Times, le Washington Post, USA Today et le San Antonio Express News. La télévision nationale n'était pas en reste, notamment Investigative Report, une émission très regardée diffusée tous les vendredis soirs. Isaac Rivers était présent dans cette émission. Sa voix était solennelle tandis que la caméra filmait Lucie assise dans le couloir de l'hôpital pour enfants Saint-Marie, tenant la main de son fils, le visage usé, les lèvres pâles d'épuisement et d'insomnie. Une mère sans maquillage, sans formation média, avec juste une simple supplication, écoutez. Ce soir-là, le téléphone de Lucie n'arrêtait pas de vibrer de messages, d'appels et de demandes d'interviews. NBC News voulait qu'elle soit en direct et proposait d'organiser son transport. Isaac l'en informa, mais Lucie secoua la tête. « Je n'ai pas l'habitude de parler devant la caméra. Je suis juste une maman. »« C'est exactement pour ça que tu dois parler, » dit Isaac doucement. « Les gens te feront plus confiance qu'à n'importe quel politicien ou médecin. »« Je ne me suis pas faite victime sur Internet, » a rétorqué Anna Luke ce soir-là au journal télévisé. « Non, docteur Gallagher, on vous interpelle parce que vous êtes resté silencieux pendant qu'un enfant appelait à l'aide dans un café près de l'hôpital. » Lors de la discussion qui a suivi entre étudiants en médecine, Louise Palacio s'est penchée en avant. Nous étudions l'oreille moyenne, le nerf cochléaire, le nerf crânien oui, a-t-il dit à voix basse, mais personne ne nous apprend que les pleurs d'un enfant peuvent être un signe clinique. Le silence retomba dans la salle. Nora Cooper, une camarade de classe, dit doucement, après cette histoire, je n'ignorerai plus jamais un enfant qui pleure la nuit. Plus tard, Lucie s'arrêta dans le couloir de l'hôpital, regardant le tableau d'affichage où la citation de la semaine avait été fraîchement épinglée au marqueur bleu.
Chaque enfant crie dans une langue que seule sa mère comprend. Édouard, le vieux conducteur, se tenait silencieusement à côté d'elle. C'est Nora Cooper qui a écrit cette phrase, dit-il. Lucie parvint à esquisser un léger sourire. Peut-être qu'une génération de médecins sera vraiment à l'écoute. Le lendemain matin, Alan fut transféré en salle de rééducation ORL. Le docteur Victor Mullins, un jeune audiologiste, lui présenta le plan. Nous installerons des appareils d'amplification sonore et utiliserons de faibles courants électriques pour stimuler le nerf. Il devra réagir aux fréquences, des plus graves aux plus aigus, pour retrouver progressivement son audition. Lucie hocha la tête, la détermination illuminant ses yeux. Peu importe le temps que ça prendra, je serai là. Cet après-midi-là, la journaliste de télévision Hélène Harris est arrivée avec une offre inattendue. Nous aimerions réaliser un documentaire sur votre parcours avec Yor et Alan, a-t-elle expliqué gentiment. Pas de sensationnalisme, juste un portrait calme et honnête. Nous l'intitulerons Au-delà du silence. Lucie secoua la tête. Je ne veux de pitié pour personne. Hélène sourit chaleureusement. Ce n'est pas de la pitié. Nous voulons que les gens comprennent que le silence peut aussi crier. Un matin, Lucie se réveilla et trouva Alan qui s'agitait sous sa couverture. Sa petite main se tendit, cherchant la sienne. Elle la saisit doucement. « Bébé, je suis là », murmura-t-elle. Il ne répondit pas, mais pour la première fois depuis des semaines, le coin de ses lèvres se courba en un léger sourire. Lucie enfouit son visage dans l'oreiller et sanglota. Plus de 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'opération, et Alan n'avait toujours pas prononcé un seul mot. La salle de rééducation était illuminée par des posters d'animaux et remplie d'appareils de sonothérapie, machines à bruit blanc, chants d'oiseaux, violons. Chaque jour, l'infirmière Sophia diffusait le même enregistrement, la voix de Lucie appelant doucement « Maman, maman, maman ». Alan observait l'orateur avec de grands yeux, mais ne réagissait pas, comme si le monde autour de lui n'existait pas. Lors d'une consultation clinique, le docteur Mullins insista, nous devrions réévaluer le nerf auditif à l'aide d'un test du réflexe acoustique. Lucie agrippa son t-shirt, la voix rauque. Et s'il n'y a pas de signal, demanda-t-elle. Son hésitation était pesante. Il faudrait alors envisager des implants cochléaires, mais il y a un risque de perte auditive permanente et de troubles du langage. Lucie hocha la tête, son corps et son esprit épuisés au-delà de toute capacité de réaction. Ce soir-là, elle était assise seule sur une chaise en plastique à côté du lit d'Alan. Il dormait paisiblement, sa respiration douce et régulière l'expression la plus sereine qu'elle lui ait vue dans la lumière vacillante du couloir qui bourdonnait comme un esprit fatigué. Lucie sortit de sa poche une ordonnance froissée et les instructions pour les gouttes auriculaires que le docteur Miller lui avait données. 3 jours, murmura-t-elle en fixant l'écriture griffonnée. 3 jours, puis pour toujours ? Soudain, des pas précipités et des cris pressants résonnèrent dans le couloir, code bleu. Code bleu. Le cœur battant, Lucie se précipita vers le bruit, mais ce n'était pas la chambre d'Alan. C'était le lit voisin, où une petite fille luttait contre une méningite. Contre le mur, essoufflée, Lucie comprit que la vraie peur n'était pas la mort, mais la vie sans voix. Le lendemain matin, le docteur Clara Ferguson était assise en face d'elle, la tension se lisant sur chaque trait de son visage. « Lucie, je dois être honnête. » Alan ne réagit à aucun son entre 20 et 5000 Hz. Perte auditive totale ? La voix de Lucie était sèche comme du sable. Pour l'instant, oui, définitivement, répondit Clara. Plus ça dure, plus les chances de guérison s'amenuisent. Lucie hocha la tête très lentement, très fermement. À midi, Lucie s'agenouilla dans la chapelle de l'hôpital, à la faible lueur des bougies. Une Vierge Marie attristée la contemplait. Lucie ne supplia pas, elle parla doucement, juste pour elle-même. « Je n'ai pas besoin que tu parles. Je n'ai pas besoin que tu entendes. J'ai seulement besoin que tu vives, que tu saches que je suis là, que tu me tiennes la main chaque matin. » Les bougies restèrent immobiles. La statue ne répondit pas. Dans l'après-midi, Lucie a consulté l'équipe d'orthophonie. Paula Sanders, l'orthophoniste, a prévenu, si l'enfant n'entend pas maintenant, la région cérébrale responsable du traitement du son s'atrophiera, ce qui affectera le centre du langage. Le neuropédiatre Julian Owen a ajouté, le cerveau est encore en développement. En l'absence d'informations auditives, d'autres régions peuvent prendre en charge ces fonctions. La conseillère familiale Alyssa Moni a dit avec douceur, il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'être exclu d'un monde où tout le monde écoute et comprend.
Lucie tordit le tissu de sa chemise. Alors, qu'est-ce que je fais? Nous allons essayer toutes les thérapies, l'audio-ultrafréquence, l'entraînement des réflexes déclenchés par la lumière, la communication gestuelle précoce, a promis Paula. Cette nuit-là, Lucie était assise sur le lit avec Alan sur ses genoux, le visage baigné de larmes tandis qu'elle secouait un jouet musical ou un hochet à ressort avec des grelots auprès de son oreille. Tu l'entends, bébé? S'il te plaît, je suis là. Comme il restait immobile, la voix de Lucie se brisa lorsqu'elle cria « Réponds-moi. » Tu m'entends? Alarmée, l'infirmière Sophia se précipita à l'intérieur. Mademoiselle Lucie, calmez-vous, s'il vous plaît. Lucie se leva, les yeux injectés de sang, pointant du doigt les murs silencieux. Quelqu'un m'écoute? Sait-on combien de fois j'ai crié? Si j'avais fait plus de bruit, Alan ne serait peut-être pas comme ça. S'effondrant par terre, le visage enfoui dans l'oreiller de son fils, elle sanglota, « Bébé, je suis désolée. J'aurais dû frapper la table pour qu'ils écoutent. » L'infirmière Catherine Reagan, qui avait prévenu Lucie ce soir-là, s'agenouilla près d'elle. « Ce n'est pas ta faute, Lucie, murmura-t-elle. On a eu tort. Mais personne ne veut l'admettre, car dans ce métier, le silence est synonyme de sécurité. » Lucie observait le regard terne et trouble de Catherine. C'est bien le silence qui a tué les 3 enfants avant Alan, n'est-ce pas? Catherine hocha la tête. Et une seule personne assez courageuse pour faire du bruit le sauva cette nuit-là. Lucie s'assit, les mains tremblantes, et commença à écrire une lettre à son fils. Sur le papier, elle écrivit. Tu n'as pas besoin d'entendre pour savoir combien je t'aime. Si le monde refuse de te laisser parler, j'apprendrai avec toi le langage du silence. Mais si un jour, juste un jour, tu tournes la tête parce que tu m'entends appeler ton nom, ce sera le plus beau jour de ma vie. Près d'un mois s'était écoulé depuis l'opération d'Alan, et aucun son ne lui parvenait. Les larmes de Lucie s'étaient taries, ne laissant qu'une petite silhouette frêle se déplaçant silencieusement d'une thérapie à l'autre, telle une ombre. Les médecins appelaient encore cela « surveillance active », mais Lucie savait qu'ils évitaient la vérité. Alan ne réagissait à aucun son ni à la douce voix de sa mère, ni au rugissement des klaxons, ni même au claquement des vitres contre le mur. Le cerveau de l'enfant s'est peut-être déconnecté du son, a annoncé le docteur Victor Mullins lors de la réunion clinique du week-end. Est-ce qu'on continue la stimulation auditive, demande Paula, l'orthophoniste. Je n'en suis pas sûr, admit Victor, la lassitude dans le regard. Mais si on s'arrête, toute chance disparaît. Lucie fut transférée dans l'aile familiale de l'hôpital où une chambre exiguë à accent grave peine plus de 9 mètres carrés, avec une seule fenêtre donnant sur la cour intérieure. Chaque soir, elle contemplait à travers cette petite vitre la lumière éclatante de la chambre d'Alan, comme si elle scrutait un autre univers où vivait son fils, inaccessible et silencieux. Un matin, Lucie se réveilla, hébétée. Dans son rêve, elle était de retour aux urgences du comté, tenant Alan dans ses bras et criant « Est-ce que quelqu'un m'écoute ?» Médecins, infirmières et patients se détournèrent, disparaissant lentement dans le brouillard, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'infirmière Catherine Reagan au bout du couloir. Elle parla sans ouvrir la bouche, « Si vous ne criez pas plus fort, votre fils ne sera plus là. » Lucie se réveilla en sursaut, la gorge serrée et le cœur battant. Ce matin-là, elle retourna dans la chambre d'Alan. Il était assis, recroquevillé contre le mur, le regard perdu dans le vide, fixé sur le rideau. Lucie s'agenouilla à côté de lui. « Tu m'entends » demanda-t-elle doucement. Aucune réponse. Elle essaya à nouveau, plus fort cette fois. Alan, tu entends ta mère. Silence. Elle expira, non pas par désespoir, mais avec la conviction tranquille de quelqu'un qui avait décidé de ne plus avoir peur. Si tu ne m'entends jamais, je serai ta voix. Cette semaine-là, Lucie commença à apprendre l'alphabet en langue des signes américaine. Elle écrivit chaque lettre et chaque mot aux mamans, ici, aimer, manger, boire, blesser, pleurer ou sur des morceaux de papier qu'elle colla sur chaque surface disponible dans la chambre d'Alan. Lorsque l'infirmière Sophia entra et resta bouche bée devant la multitude de lettres, Lucie ne leva pas les yeux. D'une voix calme, elle répondit « Mieux vaut attendre un miracle et ne rien faire ». Dehors, les réseaux sociaux étaient enflammés d'indignation. Des parents ont partagé des images de leurs enfants souffrant de douleurs aux oreilles et de fièvre persistante, des enfants qui n'avaient jamais subi d'examen des oreilles. Les photos ont été inondées de hashtags comme #se gratter, c'est quelque chose. Une mère, Rachel Evans, de Tucson, a écrit, après avoir lu l'histoire d'Alan,
j'ai exigé que le médecin utilise un otoscope. Ils ont trouvé une petite pointe de crayon coincée dans l'oreille de ma fille, là depuis 2 semaines. L'histoire de Lucie est devenue un symbole. Pourtant, malgré cette reconnaissance, elle se sentait coincée entre 2 mondes, le monde public, où elle était saluée comme une mère courageuse, et le monde privé, où son fils n'entendait toujours rien. Un soir, Isaac Rivers arriva, un dossier à la main. Le ministère de la Santé a décidé de tenir une audience officielle, dit-il. Ils veulent que vous témoigniez le 10 du mois prochain. Lucie se figea. Je n'ai jamais voulu être célèbre, murmura-t-elle, presque en s'excusant. Isaac s'assit à côté d'elle. Le système ne peut plus t'ignorer, non pas parce que tu as crié, mais parce que tu as refusé de te taire. Quelques jours plus tard, un groupe d'étudiants en médecine de l'université d'Austin leur rendit visite dans le cadre de leur stage clinique. Parmi eux se trouvait Nora Cooper, celle qui avait écrit sur le tableau d'affichage « Chaque enfant hurle dans une langue que seule sa mère comprend ». Nora demanda la permission de visiter la chambre d'Alan. Elle s'assit à côté de lui, sortit un petit ukulélé et commença à gratter une mélodie lente et douce. Lucie s'efforça de l'arrêter, craignant d'être submergée. Mais Nora murmura, « Il n'a pas besoin d'entendre. Je veux juste qu'il sente le rythme. » Elle tapota doucement le sol, puis guida la main d'Alan pour la poser sur le corps de l'instrument. Les vibrations parcoururent sa paume. Pour la première fois depuis des jours, Alan leva les yeux vers Nora, un regard fugace, mais suffisant pour couper le souffle à Lucie. Cette nuit-là, Lucie a écrit une lettre au ministère de la Santé. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai besoin que chaque centre médical soit correctement équipé. J'ai besoin que les médecins soient formés à reconnaître la peur des parents, et non à la rejeter comme une réaction excessive. J'ai besoin que chaque enfant sache que sa voix compte, même s'il ne peut que pleurer dans le noir. Tard dans la nuit, Lucie retourna dans la chambre d'Alan. Il dormait, la respiration régulière. Elle s'assit au bord du lit, caressant sa joue du doigt. Sa peau était douce, ses cils longs. Se penchant vers lui, elle murmura, « Bébé, même si le monde entier ne t'entend pas, je t'entendrai. » Elle l'embrassa sur le front et, pour la première fois depuis de nombreuses nuits, elle ne rêva pas de l'hôpital général Merci. Elle rêva d'Alan à l'école, debout dans la cour, sans entendre, sans parler, mais souriant un sourire éclatant et radieux sous le soleil brûlant. Le 10 du mois suivant, à Washington DC, au plus froid que d'habitude cette année-là, Lucie était assise dans la salle d'attente avant l'audience du Congrès. Vêtue d'un chemisier blanc pâle, elle serrait une pile de notes imprimées, les mains froides et tremblantes. L'infirmière Véronica Reed, une vieille amie qui travaillait de nuit à Merci Général, lui posa la main sur l'épaule. « Tu n'es pas obligé de tout dire, » dit-elle doucement. « Laisse-les simplement lire la vérité dans tes yeux. » Lucie hocha la tête. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle se sentait si calme, peut-être parce qu'elle avait déjà affronté sa plus grande peur, celle de perdre Alan. Dans la salle d'audience, ou une grande salle avec 125 personnes, journalistes, projecteurs, caméras, où tous les regards étaient braqués sur une mère célibataire autrefois considérée comme trop émotive, un fardeau pour le système. La présidente de la commission, Suzanne Aranda, d'Austin, a hoché la tête en guise d'invitation. « Mademoiselle Lucie Taylor, vous pouvez parler. » Lucie se leva. Elle ne regarda pas ses notes. Elle ne trembla pas. Elle parla simplement, d'une voix plus assurée que jamais. « Je m'appelle Lucie. Je suis la mère d'Alan, un petit garçon de 2 ans qui a failli mourir à cause d'une larve qui s'est introduite dans son oreille. » Un lourd silence s'abattit. Elle poursuivit. « J'ai demandé de l'aide 3 fois, et 3 fois, on m'a refusé. La première fois, ils ont dit que j'exagérais. La deuxième fois, on m'a dit que je dérangeais le médecin. La troisième fois, ils ont dit que j'imaginais des choses. Je ne suis pas médecin. Je ne comprends rien aux endoscopies, ni aux nerfs crâniens, ni aux parasites. Je suis juste une mère, et j'ai su que quelque chose n'allait pas quand mon fils a pleuré. » Sa voix s'adoucit mais resta claire et aiguë. « Mon fils n'entend plus. Il ne peut plus parler. Et le plus douloureux, c'est que je leur faisais confiance. Je n'ai pas crié plus fort. Je n'ai pas frappé sur la table. Je n'ai pas fait de scène comme une mère paniquée aurait dû le faire. » Elle a regardé directement de l'autre côté de la pièce, les politiciens, les responsables de la santé, et même les membres de la presse qui avaient autrefois défendu le docteur Gallagher. « Je ne veux pas qu'un médecin perde son emploi. Je ne veux pas que quiconque soit jeté en prison.
Je veux juste ceci, chaque hôpital local doit avoir un protocole clair lorsqu'un enfant a une fièvre inexpliquée. Chaque pédiatre doit réapprendre une chose, les pleurs d'un enfant ne sont pas une nuisance. Ce sont des données vivantes. Un représentant masculin, James Vance, a levé la main. Puis-je vous demander, s'il y a une chose que vous souhaiteriez voir changer le plus, quelle est-elle? Lucie croisa son regard et répondit sans hésitation. Arrêtez de sous-estimer les inquiétudes des mères. Nous ne sommes pas des Google ambulants. Nous sommes les capteurs les plus précis dont disposent nos enfants. Lorsqu'elle descendit de l'estrade, la salle resta silencieuse, puis quelqu'un se leva et commença à applaudir. Isaac Rivers suivit, puis Déborah Martin, la ministre régionale de la Santé. Les applaudissements ne furent pas tonitruants, ils étaient dispersés et discrets, lourds comme de petites excuses. Lucie n'a pas demandé d'indemnisation ni de sanctions disciplinaires. Elle a simplement demandé à être entendue et dans une société trop bruyante, c'est peut-être la voie la plus importante. De retour à l'hôpital pour enfants Saint-Marie, Lucie trouva Alan assis sur le lit, les yeux fixés au plafond, un petit doigt traçant le contour d'un sticker mural en forme de chien. L'infirmière Sophia se pencha et murmura « Aujourd'hui ». Il regarda vers la lumière du haut-parleur, incertain si le tressaillement de son doigt était une réaction au son. Lucie se glissa sur le lit à côté de son fils, sortit un tableau d'images et le tableau de la langue des signes. Elle leva la main, désigna le symbole du cœur et fit le signe « Amour ». Alan ne regarda pas, il ne secoua pas la tête. Il cligna simplement des yeux. Ce soir-là, Lucie fit écouter un enregistrement de sa propre voix, articulant lentement et distinctement « Tu t'appelles Alan. Je m'appelle Lucie. Tu es le cœur de ta mère. Tu es la voix, même dans le silence. Les pas, même dans l'incertitude. » Elle s'assit à côté de lui, sa main posée sur sa poitrine, sentant le battement régulier ou le seul rythme qui la reliait encore à l'enfant qu'elle aimait plus que la vie elle-même. Le lendemain matin, Isaac a appelé, 3 millions de signatures avaient été recueillies et le gouvernement fédéral avait lancé une révision complète de tous les établissements de soins primaires. La loi, écoutez les enfants, était sur la table. Lucie est restée silencieuse un long moment, puis a murmuré, « Je n'ai pas besoin que mon fils soit un symbole. J'ai juste besoin qu'il sache m'appeler un maman, de toutes les manières possibles. » En ligne, une vidéo de 23 secondes s'est répandue comme une traînée de poudre. Des images filmées dans le couloir de l'hôpital montraient Nora Cooper jouant du ukulélé tandis qu'Alan pressait sa main contre la table d'harmonie vibrante pour la première fois. La légende disait, le garçon n'entendait pas, mais il ressentait le rythme du monde. Que chaque enfant ait la chance de toucher ce rythme. En une semaine, la vidéo avait été partagée plus de 1,6 million de fois. À midi, les DRS Victor Mullins et Clara Ferguson arrivèrent pour examiner Alan. Lucie raconta chaque petit mouvement comme pour annoncer une grande victoire, il a tressailli quand j'ai murmuré ou peut-être un réflexe auditif, ou peut-être a-t-il simplement senti ma respiration. Je ne suis pas sûr. Clara se pencha, utilisant un appareil de réflexe auditif. La réponse aux basses fréquences est légèrement plus sensible qu'avant. Elle est encore floue, mais elle n'est plus complètement uniforme. Victor hocha la tête. Nous allons poursuivre la thérapie par neurostimulation, puis commencer la parole rythmée. Les larmes de Lucie coulèrent doucement en pas de sanglots, juste une porte entr'ouverte, laissant libre cours à l'émotion. Mon fils est peut-être encore là, pensa-t-elle. 3 jours plus tard, Lucie et Alan entrèrent dans une salle de thérapie spécialisée où des patients pédiatriques entraînaient leurs réactions au son rythmique. Émilie Varnet, une thérapeute à la voix douce et aux cheveux bruns, la guida, asseyez-vous derrière lui, prononcez des mots simples avec des consonnes ma, ba, pa, me et observez chaque réaction. Lucie suivit. Le premier essai resta sans résultat. Au deuxième, Alan tressaillit. Au troisième, lorsqu'elle murmura « ma », ses lèvres se pincèrent. « C'est ça, ma puce », murmura Lucie. « C'est de maman. C'est de maman. » Émilie hocha la tête. « Répète-le exactement le même son. » Lucie dit « ma, ma ». Alan tourna la tête très lentement, son regard se posant sur sa poitrine, comme s'il cherchait la source du murmure. Ce soir-là, Lucie a enregistré la séance et l'a envoyée à l'infirmière Véronica, son amie de Merci Générale. Véronica a répondu, dès que je l'ai vu tourner la tête, j'ai pleuré. Lucie, ne t'arrête pas. Le lendemain matin, la lumière du soleil perça la vitre plus tôt que d'habitude. Lucie porta Alan dans le couloir, où des dessins d'enfants jonchaient les murs.
L'un d'eux la fit Jeannette, un enfant se bouchant les oreilles, entouré de bulles de dialogue barrées. En dessous, d'une écriture maladroite, on pouvait lire, parfois, « Je n'entends pas parce que personne ne me parle assez lentement ». Lucie s'assit sur les marches et plaça Alan sur ses genoux. Elle tourna doucement son visage vers elle et murmura « Maman ». Un instant de silence, puis, de ses petites lèvres, un son faible mais clair « Maman ». Lucie se figea. Ses mains tremblaient, ses yeux s'écarquillèrent. Elle n'osait pas parler, n'osait pas croire. Alan la regarda, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme s'il attendait. Puis il murmura « Amour ». Ce n'était pas clair comme de l'eau de roche, mais c'était une syllabe un retour. Lucie pressa son visage contre son épaule, tremblant de tout son corps. « Bébé, c'est maman. Maman t'aime. Je suis là. » Alors qu'ils s'embrassaient, l'infirmière Stella Rogers passa et s'arrêta net, sans voix à la vue de la mère pleurant de joie sur le premier mot de son enfant après plus d'un mois de silence. Dans le bureau de l'hôpital, le docteur Ferguson a posé son stéthoscope après avoir examiné le compte rendu thérapeutique. La première réponse verbale du patient Alan Taylor après sa rééducation s'est avérée prometteuse. Il a dit « Maman, mon amour ». À l'autre bout du fil se trouvait Deborah Martin, ministre régionale de la Santé du Texas. « Clara, les médias voudront couvrir l'événement », a-t-elle déclaré. Mais pas pour la couvrir de honte, mais pour prouver que lorsqu'un système choisit de s'auto-réparer, des vies peuvent être sauvées. Ce jour-là, Isaac Rivers publia un bref article sans gros titre, simplement intitulé « Un enfant a prononcé son premier mot après que le système l'ait enfin écouté ». En dessous, une photo de Lucie et Alan sous un arbre, la lumière du soleil derrière eux, avec l'hôpital au loin. Cette nuit-là, Lucie n'arrivait pas à dormir. Elle écrivit une lettre à des inconnus, à des mères jugées trop anxieuses, à des enfants dont on ne croyait jamais les cris. Aujourd'hui, mon fils a prononcé son premier mot, non pas par miracle, mais parce que je n'ai pas abandonné. Si votre enfant pleure, croyez-le. Frappez à la 4e porte. Criez plus fort la 3e fois. Relevez-vous après avoir été refoulé, car parfois, ces pleurs portent toute une vie en eux. Une semaine après les premiers mots d'Alan, les médias ont de nouveau déferlé. Cette fois, pas de débat houleux. Pas d'accusation de mise en scène. Le titre disait « Le garçon a appelé sa mère, un enfant a été sauvé et le système aussi ». Lucie a reçu une lettre officielle l'invitant à rejoindre le groupe consultatif communautaire de l'initiative « Écoutez les enfants ». Lors de la première réunion, des représentants des milieux médicaux, de la santé mentale et des associations étudiantes ont rempli la salle. Nora Cooper a pris la parole la première, avant de rencontrer Lucie. « Je pensais que le meilleur médecin était le plus intelligent. Maintenant, je sais que c'est celui qui sait écouter, non seulement les voix, mais aussi le silence. » Lucie répondit doucement, « Je ne suis pas une experte. Je suis juste une mère autrefois ignorée. » L'hôpital pour enfants Saint-Marie a ensuite créé un nouveau poste, agent de soutien communautaire, chargé de recueillir les commentaires des parents et d'y donner suite. La lettre de nomination, signée personnellement par le docteur Ferguson, invitait Lucie Taylor à occuper ce poste. « Vous ne serez plus celle qui frappe aux portes », pouvait-on y lire. « Vous serez celle qui ouvre les portes aux autres. » Lucie retint ses larmes. « Je ne laisserai jamais personne crier 3 fois comme je l'ai fait. » Alan a continué à progresser. Bien que son audition soit restée faible, grâce à un appareil auditif basse fréquence, il maîtrisait près de 10 mots, ma, love, it, water, pain, happy, acha, ir, dad, et hug. Un matin, alors que le soleil filtrait par la fenêtre, Lucie rangeait ses jouets lorsqu'une petite voix derrière elle lui dit « Maman, fais-moi un câlin ». Elle se retourna brusquement, laissa tomber un ours en peluche et trouva Alan qui lui tendait ses petits bras, une fossette profonde sur la joue, un sourire éclatant aux lèvres. Lucie s'effondra par terre, le serrant fort contre elle, répétant sans cesse « Maman est là. Maman est là. Maman est là ». Fin février, une cérémonie commémorative silencieuse s'est tenue dans une école rurale près de Springfield en hommage à une petite fille décédée 2 ans plus tôt d'une otite non diagnostiquée. Lucie n'était pas présente en victime, mais en personne ayant tenu sa promesse. Au nom des enfants autrefois oubliés, elle a déposé un bouquet de fleurs devant la plaque commémorative, pour les cris que personne n'a entendus. Aujourd'hui, vous êtes entendus. Ce jour-là, lors de la conférence médicale nationale, le ministre Martin déclarait « Désormais, nous ne jugerons plus un bon médecin par les interventions chirurgicales pratiquées, mais par celles évitées. »
L'auditoire se leva sous un tonnerre d'applaudissements. Dans un documentaire ultérieur, l'animateur a demandé à Lucie, « Si vous pouviez vous parler à vous-même il y a un an, que diriez-vous » Tenant Alan dans ses bras, elle a souri, « N'ayez pas peur de déranger le médecin. N'ayez pas honte d'être traité de trop sensible. Ne vous excusez pas d'entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre. » Le mur extérieur de Sainte-Marie a été repeint, non pas du gris triste d'avant, mais orné d'une fresque murale, une mère tenant son enfant au soleil, et une longue file de familles attendant devant une porte grande ouverte portant le panneau « Écouter n'a jamais fait de mal à personne ». Cette histoire nous rappelle que les pleurs d'un enfant ne sont jamais vains. Derrière chaque signe inhabituel peut se cacher un appel à l'aide. La négligence et le mépris peuvent coûter des vies, mais la persévérance et l'amour inconditionnel d'une mère peuvent transformer tout un système. La médecine exige précision, mais surtout compassion. Écouter n'est pas seulement une compétence, c'est une responsabilité, et parfois, elle sauve une génération. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à vous proposer des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous en sommes très reconnaissants, à bientôt.